Chapitre 11. Aslan se rapproche. Edmund, pendant ce temps, n'avait connu que de cruels désappointements. Après que le nain fut parti préparer le traîneau, il avait espéré que la sorcière deviendrait gentille avec lui, comme elle l'avait été lors de leur dernière rencontre. Mais elle ne dit pas un mot. Et lorsque finalement, Edmund rassembla tout son courage pour demander « S'il vous plaît, Votre Majesté, pourrais-je avoir quelques loukoums? Vous aviez dit... » Elle répondit « Silence, idiot !» Puis, elle parut changer d'avis et murmura, surtout pour elle-même, « Pourtant, cela fera pas mon affaire si ce mioche défaille en chemin. » Et une nouvelle fois, elle claqua des doigts. Un autre nain apparut. « Apporte à la créature humaine de la nourriture et de la boisson, » ordonna-t-elle. Le nain partit et revint bientôt avec un bol en fer rempli d'eau et une assiette en fer sur laquelle était posé un quignon de pain sec. Il sourit d'une manière repoussante et, posant les plats sur le sol à côté d'Edmund, il ricana « Et loukoum pour le petit prince! Remportez-le! » dit Edmund d'un air boudeur. « Je veux pas de pain sec! » Mais la sorcière se tourna brusquement vers lui, avec une expression si terrible sur son visage qu'Edmund s'excusa et commença à grignoter le pain, bien qu'il fût tellement rassis qu'il pouvait à peine l'avaler. Il était encore en train de mastiquer quand le premier nain revint et annonça que le traîneau était prêt. La sorcière blanche se leva pour sortir et somma Edmund de la suivre. En arrivant dans la cour, ils constatèrent que la neige s'était remise à tomber. Mais la reine n'y prêta aucune attention et fit asseoir Edmund à côté d'elle sur le traîneau. Avant de partir, elle appela Maugrim, qui arriva auprès du traîneau en bondissant comme un énorme chien. « Prends avec toi le plus rapide de tes loups et file à la maison des castors, » dit la sorcière, « et tue tout ce que tu trouveras là. S'ils sont déjà partis, alors rends-toi le plus vite possible à la table de pierre, mais ne te montre pas. Attends-moi là, en te cachant. Pour ma part, je serais obligé de faire plusieurs kilomètres vers l'ouest avant de trouver un endroit où passer la rivière avec mon traîneau. Il se peut que tu rattrapes ces êtres humains avant qu'ils n'atteignent la table de pierre. Tu sais ce qu'il faut faire si tu les trouves. »« J'entends et j'obéis, ô reine, » grogna le loup. Aussitôt, il s'éloigna et disparut dans la neige et l'obscurité, aussi vite qu'un cheval au galop. Quelques minutes plus tard, il avait fait venir un autre loup, et ensemble, ils descendirent à toute allure par le barrage, vers la maison des castors, qu'ils flairèrent et reniflèrent avec insistance. Bien entendu, ils la trouvèrent vide. Cela aurait été une vraie calamité pour les castors, et pour les enfants, si la nuit était restée belle, car les loups auraient pu suivre leurs traces et les surprendre avant qu'ils n'arrivent à la petite grotte. Mais puisque la neige s'était remise à tomber, leur piste s'était refroidie et les empreintes de leurs pas effacées. Pendant ce temps, le nain avait donné un coup de fouet aux reines. La sorcière et Edmund passèrent en traîneau sous la voûte, sortirent de l'enceinte du château et s'enfoncèrent dans l'obscurité et le froid. Ce fut un voyage affreux pour Edmund, qui n'avait pas de manteau. En moins d'un quart d'heure, il fut complètement couvert de neige. Il renonça bientôt à s'en débarrasser, car, à peine s'était-il secoué, qu'une nouvelle couche s'entassait sur lui, et il était tellement fatigué. Il fut donc rapidement trempé jusqu'aux os. Et comme il se sentait malheureux. Apparemment, la sorcière ne semblait plus du tout avoir l'intention de le faire roi. Tout ce qu'il s'était dit, pour se forcer à croire qu'elle était bonne et gentille, et que son parti était vraiment le bon parti, lui paraissait désormais stupide. Il aurait donné n'importe quoi pour rencontrer les autres à ce moment, même Peter. La seule façon de se réconforter était d'essayer de croire que toute cette histoire n'était qu'un rêve, dont il pourrait s'éveiller d'un instant à l'autre. Et
et tandis qu'ils poursuivaient leur course, pendant des heures et des heures, tout lui parut effectivement se dérouler comme dans un rêve. Je ne saurais dépeindre la durée de ce voyage, même si j'écrivais pour se faire des pages et des pages. Je veux sauter directement au moment où la neige s'était arrêtée, le jour levé, et où ils filaient à toute allure dans la lumière matinale. Ils continuaient leur course interminable et monotone, sans autre bruit que l'éternel crissement de la neige et le craquement du harnais des rennes. Et puis finalement, la sorcière s'écria « Que se passe-t-il ici? Halte !» Et ils s'arrêtèrent. De tout son cœur, Edmund espérait qu'elle parlerait de petit déjeuner. Mais elle s'était arrêtée pour une raison bien différente. Un peu plus loin, au pied d'un arbre, se trouvait réunie une joyeuse compagnie. Un écureuil, sa femme et leurs enfants, ainsi que 2 satyres, un nain et un vieux renard. Ils étaient tous assis sur des tabourets autour d'une table. Edmund ne pouvait pas très bien voir ce qu'ils mangeaient, mais l'odeur en était délicieuse. Et puis il y avait, semble-t-il, des décorations de houx. Il se demandait même s'il n'apercevait pas quelque chose qui ressemblait à un pudding de Noël au raisin. Au moment où le traîneau s'immobilisa, le renard, qui était manifestement le personnage le plus âgé de l'assemblée, venait juste de se lever, et tenant un verre dans sa patte droite, comme s'il avait l'intention de dire quelque chose. Mais lorsque la compagnie vit le traîneau s'arrêter, et reconnut qui se trouvait à l'intérieur, toute gaieté disparut des visages. Le papa écureuil cessa de manger, et resta la fourchette en l'air. L'un des satyres se figea, la fourchette enfoncée dans sa bouche, et les bébés écureuils, terrorisés, poussèrent des cris aigus et perçants. « Que signifie ceci » demanda la reine. Personne ne répondit. « Parlez, vermine » ordonna-t-elle. « Ou préférez-vous que mon nain vous délie la langue avec son fouet? Que signifie toute cette gloutonnerie, ce gaspillage, ces gâteries? Où avez-vous trouvé toutes ces bonnes choses ?»« S'il vous plaît, votre majesté, » répondit le renard, « on nous les a données. Et si je pouvais me permettre de boire à la très bonne santé de votre majesté? »« Qui vous les a données ?» hurla la sorcière. Le Père Noël » bégaya le renard. « Quoi ?» rugit la sorcière, sautant de son siège et s'approchant à grandes enjambées des animaux terrifiés. « Il n'est pas venu ici. Il ne peut pas avoir été venu ici. Comment osez-vous? Mais non. Dites que vous avez menti et vous serez pardonné, même maintenant. » À cet instant, l'un des jeunes écureuils perdit complètement la tête. « Il est venu! Il est venu! Il est venu! » cria-t-il de sa petite voix aiguë en martelant la table avec sa petite cuillère. Edmund vit la sorcière se mordre les lèvres si fort qu'une goutte de sang perla sur sa joue blanche. Puis, elle leva sa baguette. « Oh, non, 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 s'il vous plaît, non !» cria Edmund. Mais alors même qu'il était en train de crier, elle avait agité sa baguette. Et instantanément, là où il y avait eu une joyeuse assemblée, il ne resta plus que des statues de créatures assises autour d'une table de pierre, sur laquelle étaient posées des assiettes de pierre et un gâteau de Noël en pierre. Et l'une de ces créatures garderait pour toujours sa fourchette de pierre levée vers sa bouche de pierre. « Quant à toi !» cria la sorcière, en donnant à Edmund un coup étourdissant sur le visage, tandis qu'elle remontait sur son traîneau. « Que ça t'apprenne à demander des faveurs pour les espions et les traîtres! En avant !» Et Edmund, pour la première fois dans cette histoire, eut pitié de quelqu'un d'autre que lui-même. Ça lui semblait tellement navrant de penser à ces petites créatures de pierre assises là-bas, tout au long de journées silencieuses, tout au long de nuits obscures, pendant des années et des années, jusqu'à ce que la mousse les recouvre et que finalement, leur visage s'effrite. À présent, ils avaient repris leur course monotone. Edmund remarqua bientôt que la neige
qui rejaillissaient à leur passage contre les bords du traîneau, étaient beaucoup plus molles que lors de la nuit passée. Au même moment, il s'aperçut qu'il avait nettement moins froid. Et puis voilà, du brouillard commençait à se lever. En fait, de minute en minute, le brouillard s'épaississait et la température s'élevait, et le traîneau ne glissait plus aussi bien qu'auparavant. Tout d'abord, Edmund pensa que les reines étaient fatiguées, mais il comprit bientôt que ce n'était pas la vraie raison. Le traîneau avançait par saccades, faisait des embardées et ne cessait de brinque-baller comme s'il avait heurté des pierres. Le nain avait beau fouetter les pauvres reines, le traîneau avançait de plus en plus lentement. Et puis, il y avait aussi, semble-t-il, un bruit étrange, une rumeur, qui se propageait tout autour d'eux. Mais le fracas de leur conduite cahotante, mêlé aux cris du nain qui houspillait les reines, empêcha Edmund d'entendre ce que c'était. Jusqu'au moment où le traîneau s'enlisa si brutalement qu'il fut tout à fait impossible, cette fois, de continuer. Quand cet accident se produisit, il y eut un moment de silence. Et dans ce silence, Edmund put enfin écouter l'autre bruit. C'était un bruit étrange et mélodieux, à la fois bruissement et babillage, et pourtant ce n'était pas si étrange, car Edmund l'avait déjà entendu, si seulement il pouvait se rappeler où. Et puis soudain, il se rappela. C'était le bruit de l'eau qui coule. Tout autour d'eux, même si on ne les voyait pas, il y avait des rivières qui babillaient, murmuraient, glougloutaient, clapotaient, et même, dans le lointain, grondaient. Et son cœur bondit, bien qu'il ne sût pas très bien pourquoi. Quand il comprit que le gel était terminé. Et, beaucoup plus près, il y avait de l'eau qui tombait, goutte à goutte, des branches de tous les arbres. Et puis, alors qu'il regardait un arbre, il remarqua un gros paquet de neige qui s'en détachait et glissait à terre. Et pour la première fois, depuis qu'il était entré à Narnia, il vit la couleur vert foncé d'un sapin. Mais il n'eut pas le temps d'observer ni d'écouter plus longtemps, car la sorcière lui cria « Ne reste pas assis les bras ballants, idiot! Descends nous aider !» Edmund fut naturellement obligé d'obéir. Il descendit dans la neige. C'était vraiment de la neige à moitié fondue maintenant. Il se mit à aider le nain à sortir le traîneau de l'ornière boueuse dans laquelle il s'était embourbé. Ils finirent par l'en dégager, puis, en étant très brutal avec les reines, le nain réussit à les faire repartir, et pour quelque temps encore, ils continuèrent leur route. Désormais, la neige fondait pour de bon, et de tous côtés apparaissaient peu à peu des plaques d'herbe verte. À moins d'avoir contemplé un monde enneigé aussi longtemps que l'avait fait Edmund, vous ne pouvez pas imaginer l'immense soulagement que lui apporta, après tant de blanc, la vue de ces miraculeuses taches vertes. Le traîneau s'arrêta de nouveau. « C'est inutile de continuer, votre majesté, » annonça le nain. « Nous ne pouvons plus avancer en traîneau avec ce dégel. »« Alors nous devons marcher, » décida la sorcière. « Ils ne rattraperont jamais en marchant, » grogna le nain. « Pas avec l'avance qu'ils ont prise. »« Es-tu mon conseiller ou mon esclave ?» coupa la sorcière. « Fais ce que je te dis. Attache les mains de la créature humaine derrière son dos et ne lâche pas le bout de la corde. Et prends ton fouet et coupe le harnais des reines. Ils retrouveront tout seuls le chemin de la maison. » Le nain obéit, et en quelques minutes, Edmund se retrouva forcé de marcher aussi vite qu'il le pouvait, avec ses mains attachées derrière son dos. Il ne cessait de glisser sur la neige fondue, la boue et l'herbe détrempées. Et chaque fois qu'il glissait, le nain lui décochait un juron, et parfois même un léger coup de fouet. La sorcière marchait derrière le nain, et n'arrêtait pas de dire « Plus vite! Plus vite! » À chaque instant, les parcelles de verdure s'élargissaient, et les parcelles de neige rétrécissaient. À chaque instant, des arbres plus nombreux secouaient leurs robes de neige. Bientôt, de quelque côté que l'on regarda, au lieu de formes blanches, on voyait le vert foncé des sapins, ou les ramures noires et hérissées des chênes, des hêtres et des ormes dépouillés de leur feuillage. Puis, la brume s'illumina d'or et finit par se dissiper entièrement. Le soleil darda ses délicieux rayons sur le sol de la forêt.
Et là-haut, entre les cimes des arbres, on aperçut le ciel tout bleu. Et bientôt, se produisirent des choses plus merveilleuses encore. À un détour du chemin, ils pénétrèrent soudain dans une clairière bordée de bouleaux blancs, et Edmund vit que le sol était constellé, à perte de vue, de petites fleurs jaunes, des éclairs chez l'idoine. Le bruit de l'eau s'amplifia, et peu après, ils traversèrent un fleuve. Sur l'autre rive, ils trouvèrent des personnages qui poussaient. « Occupe-toi de ce qui te regarde !» grogna le nain, voyant qu'Edmund avait tourné la tête pour les regarder. Il tira rageusement sur la corde. Mais évidemment, ça n'empêcha pas Edmund de voir. 5 minutes plus tard à peine, il remarqua une douzaine de crocus dorés, pourpres et blancs qui poussaient au pied d'un vieil arbre. Puis retentit un bruit, plus charmant encore que le bruit de l'eau. Tout près du sentier qu'il suivait, un oiseau, soudain, gazouilla sur la branche d'un arbre. Le rire d'un autre oiseau, un peu plus loin, lui fit écho. Et puis, comme si cela avait été un signal, l'air fut empli de babillages et de gazouillis, puis, momentanément, d'un chant continu, modulé à plein gosier. En l'espace de quelques minutes, le bois tout entier résonna de la musique des oiseaux. Et de tous côtés, Edmund apercevait des oiseaux qui se posaient sur des branches, planaient dans les airs, se pourchassaient, se querellaient ou nettoyaient leurs plumes avec leurs becs. « Plus vite! Plus vite !» commanda la sorcière. Il n'y avait plus une seule trace de brouillard. Le ciel devenait de plus en plus bleu. De rapides nuages blancs le traversaient de temps en temps. Les larges clairières étaient fleuries de primes verts. Une brise légère se leva. Elle éparpilla les gouttelettes d'humidité des branches qu'elle balançait et caressa le visage des voyageurs de son souffle frais et parfumé. Les arbres reprirent vie. Les mélèzes et les bouleaux se couvrirent de vert, les cytises d'or. Bientôt les hêtres eurent retrouvé leur parure de feuilles transparentes et délicates. Et quand les voyageurs passèrent sous leurs branches, la lumière elle-même devint verte. Une abeille traversa en bourdonnant leur sentier. « Ce n'est pas le dégel, » dit le nain en s'arrêtant soudain. « C'est le printemps. Qu'allons-nous faire? Votre hiver a été détruit, je vous dis. C'est l'œuvre d'Aslan. »« Si l'un d'entre vous prononce encore ce nom, dit la sorcière, il sera tué sur le champ. »